Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres au sommaire de cette édition. Les représentants des agences du système des Nations Unies présentes en Côte d'Ivoire étaient face au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, une rencontre pour marquer leur soutien aux CERFAM, le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Grande mobilisation ce samedi dans le Tchologo pour la journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Les différentes actions de développement accomplies dans la région ont été égrenées à ce rassemblement. Aussi dans ce journal, la 8e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. À moins de 4 jours de l'événement, les experts ivoiriens et burkinabés sont en conclave pour lancer les bases de la tenue de ce sommet. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par cette audience du vice-président. Daniel Kablan-Duncan a reçu les agences du système des Nations Unies présentes en Côte d'Ivoire. Une rencontre pour marquer leur soutien aux CERFAM, le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Le compte-rendu de cette audience par Herman Guivet. Les agences du système des Nations Unies venues témoigner de leur soutien au gouvernement ivoirien pour l'initiative qui consiste en la création du Centre régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Cette délégation des agences du système des Nations Unies reçut en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, une délégation accompagnée par l'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La question de malnutrition et de lutte contre la faim est une question multisectorielle. Et à travers le CERFAM qui est créé, qui est une initiative de la Côte d'Ivoire et alloué, qui est une initiative à vocation régionale, c'est tout à fait normal que nous puissions venir et apporter notre contribution à faire en sorte que ce centre grandisse et ce centre fédère toutes les initiatives qui se trouvent au niveau de la région africaine. C'est la raison de notre visite. La délégation a reçu l'assurance d'une mobilisation plus élargie pour permettre que le CERFAM puisse continuer sa route et fédérer l'ensemble des pays, fédérer toutes les initiatives afin que la lutte contre la faim et la malnutrition soit plus efficace. Direction à présent le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, à Ferkessédougou. Les populations se sont mobilisées ce samedi pour une journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, un rassemblement auquel a pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le résumé de cette rencontre par Alexis Ouedraogo. Le cœur des fils du Grand Nord, unis dans un même battement ce samedi à Ferkessédougou. Union pour dire merci à un fils, un artisan de développement. C'était un calvaire de parcourir Ferke-Ouangolo. Mais aujourd'hui, Ferke-Ouangolo, on le parcourt à 15 minutes. Chez moi, dans le Korodou, il me reste que 5 villages à électrifier dans les 25 villages. Nous, on a quitté Kongasso hier à 21h30. On est arrivé ici à 7h du matin. Vous voyez que je ne dors pas. Je vous dis que je suis content. Nos régions n'avaient pas de lumière. Maintenant, ça y est. Et l'eau est là. Venus des 11 régions du Grand Nord, jeunes, femmes, cadres, anciens ont répondu présents de bonne heure pour célébrer celui qui porte le développement des régions. Le Grand Nord est uni et solidaire autour de ce qu'il peut lui donner des chances, en parfaite harmonie avec tout le territoire national, d'apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère où il fait bon vivre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Pour le chef du gouvernement, président de la cérémonie, le rassemblement de cette journée est l'expression d'un choix de raison, mais surtout de qualité. Vous avez décidé, par votre mobilisation exceptionnelle, ici, à la place Alassane Ouattara, de Ferkessédougou, de dire oui à la fraternité, de dire oui au rassemblement, de dire oui à l'union, de dire oui à une Côte d'Ivoire en paix et au travail, oui à une Côte d'Ivoire résolument engagée sur la voie de l'émergence. Et si cette vision s'étend à tout le pays, le meilleur reste à venir. Les perspectives sont là.
et elles sont prometteuses. Le temps de nous engager fermement et résolument autour du président de la République, autour de sa grande vision et de son action est plus que jamais arrivé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ici, à Ferkessédougou, je veux, avec la bénédiction de nos chefs traditionnels et religieux et de celle de tous les doyens qui sont venus, dont le doyen Tonton Tchemoko Yadé, nous inviter au rassemblement, à la cohésion et à la mobilisation autour du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Bonne nouvelle pour les jeunes, à compter du mois de septembre, ce sont plus de 500 000 opportunités de stage et d'emploi qui devraient leur être proposées. Dès le 1er août prochain, nous allons procéder à l'ouverture officielle de 45 guichets emploi dans les 13 communes du district d'Abidjan et les communes chefs-lieux de région, ainsi qu'une nouvelle plateforme de recensement et d'inscription des demandeurs d'emploi. Ces guichets emploi permettront de recenser tous les jeunes demandeurs d'emploi et de les faire bénéficier des opportunités qui sont créées dans le cadre du programme social du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a profité de l'occasion de cette rencontre pour faire comprendre le coût de la carte nationale d'identité. S'agissant de la carte nationale d'identité, je voudrais rappeler qu'à l'instar des différents actes administratifs, la carte nationale d'identité est sujette au paiement d'un droit de timbre, et ce depuis la loi numéro 62-64 du 20 février 1962 instituant la carte nationale d'identité. Le paiement de droit de timbre a été exceptionnellement suspendu en 2007. Cette suspension de paiement de droit de timbre de la carte nationale d'identité a pris fin en 2014 suite à l'adoption par le Parlement le 17 décembre 2014 du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 juin 2014 fixant le droit de timbre applicable à la carte nationale d'identité à 5 000. La fête, elle a pris fin par de belles réjouissances. Et vous avez pu voir sur les images qui ont précédé l'importante mobilisation autour de cette journée d'hommage au président de la République. Ils étaient des milliers à participer à ce temps de reconnaissance au chef de l'État pour le développement de leur région. Et c'est ce que nous rapporte Keder Sogodogo. La place Alassane Ouattara de Ferkessédougou est noire de monde. Combien sont-ils? 25 000, 30 000, 35 000. Difficile de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que la mobilisation est gagnée. Tous avaient à cœur de venir démontrer leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Très satisfait de la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est justement pour cela que le Nord, tout le Grand Nord, a décidé de célébrer le président de la République. Rendre hommage à un grand bâtisseur, à un homme d'engagement, à un homme de vision comme le président Alassane Ouattara ne peut qu'être une affaire de tous. Non seulement des populations du Grand Nord en particulier, mais en général de toute la population de Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, notre région revit et revit très bien. Toutes les infrastructures ont été rénovées. Nous avons aujourd'hui un plan, n'est-ce pas, pour l'électrification de toutes nos communes. Tous relèvent les efforts consentis par le premier des Ivoiriens pour apporter un mieux-être aux populations. Président Alassane Ouattara, Président Alassane Ouattara, bravo, bravo. Merci, merci. C'est pour toi la Côte d'Ivoire. Aide-nous à avancer. Si vous voyez la confiance que la communauté internationale a à notre président, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est soutenu. Nous pensons que ce grand meeting aujourd'hui balaie tous les mensonges, balaie toutes les intoxications. Et à partir de cette grande mobilisation qui est historique, ce sont les valeurs cardinales de l'euphotisme qui ont été partagées par Opo Bagny,
Et le Grand Nord donne le message à toute la Côte d'Ivoire qui doit se rassembler autour des valeurs de l'oufodisme, autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente pour 2020. Il y a beaucoup de cérémonies d'hommage et de remerciements qui ont eu lieu dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Mais celle d'aujourd'hui est caractéristique d'une communion totale, d'une grande ferveur, d'une solidarité pour exprimer de façon vive notre remerciement, notre infinie gratitude au président de la République. Loin de Fekese-Dougou, loin de la région du Tchologo, certainement sous le poids des charges liées à la gestion de l'État, Alassane Ouattara n'était peut-être pas là physiquement, mais omniprésent dans l'esprit de l'ensemble des populations du Nord. C'est à croire que, à Fekese-Dougou et dans le Tchologo, le chef de l'État et son parti, le RHDP, sont dans leur jardin. Et parlons justement du RHDP, le nouveau maire de Yakassé-Atobrou, élu en tant que candidat indépendant, a rejoint le RHDP. Il a annoncé son adhésion officiellement au cours de la cérémonie de son investiture. Éric Goré. Les têtes couronnées, garantes de la tradition, étaient fortement représentées à cette cérémonie d'investiture. Raison de plus pour que le maire de Yakassé, Adepo Yapo François, soit transporté selon les us et coutumes de la région. Une cérémonie politique à l'allure culturelle. Adepo Yapo François est maire indépendant. Il a été membre fondateur du FPI et aujourd'hui, il rejoint le RHDP en toute responsabilité et sans contrainte. Ma décision et mon engagement sont passés au scandale du RHDP. J'ai été jugé apte à monter à bord du grand navire. Après l'avoir investi, le ministre Touré Mamadou a dit les missions qui attendent la nouvelle recrue du RHDP. Monsieur le maire, le plus difficile commence après votre adhésion. Vous avez des populations qui vous font confiance, qui doivent continuer à vous faire confiance. Ces populations attendent beaucoup de vous en termes d'action de proximité pour l'amélioration de leurs conditions de vie, avoir de l'eau, aller à l'école, pouvoir se soigner. Cette cérémonie d'investiture a été possible grâce à l'engagement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, selon le ministre Joseph Seka Seka. Aujourd'hui, nos quartiers sont en train d'être pourvus en lampadaires, en électricité et bientôt, plus un seul quartier dans les 14 villages du département ne restera dans le noir. À la tâche, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Les populations heureuses se sont exprimées. La politique d'avant est passée. C'est la politique de développement que la population a besoin. C'est pourquoi ces populations de Yakassé-Atobrou ne se sont pas fait prier pour envahir la place qui a accueilli l'événement. Le président du Sénat est à Béoumi. Après les récents conflits intercommunautaires qui ont paralysé la ville en mai dernier, Janoa Oussou Kwedio est en mission de décrispation. Les populations ont été appelées à cultiver entre elles des rapports qui favorisent la paix et la cohésion sociale. C'était au cours d'une cérémonie de compassion qui a eu lieu vendredi dernier. Le reportage de Kwedio Kwame. Mission de décrispation du président du Sénat, Janoa Kwedio Oussou, à Béoumi. Résidence du préfet de la localité. Si pour le représentant de la municipalité, Kwaku Ungoran de Toubéoumi s'inscrit dans une dynamique de paix et de cohésion sociale, le ministre de la Communication et des Médias soutient le contraire. En effet, selon l'orateur, les habitants n'ont aucunement tiré les leçons de la crise passée au regard des comportements assortis de propos malsains. La recherche de la paix est une quête permanente et donc il ne faut jamais se lasser de prôner la paix, le rassemblement et le vivre ensemble. Construire la paix est une épreuve difficile. Janoa Kwedio Oussou a appelé toutes les communautés à prôner la paix et la cohabitation pacifique préalable à tout développement. Qu'on se considère tous qu'on n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, que nous devons aimer, protéger et je dirais le cultiver avec beaucoup d'amour et de passion. Qu'il faut éviter toute parole malheureuse qui peut provoquer des conflits, car les conflits partent des mots malheureux. Et on appelle donc au désarmement de tous les discours des politiques, les discours des communautés, les discours des religieux,
les discours des jeunes, les discours des femmes, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa paix d'antan. S'agissant des cas d'incarcération. La justice, elle est faite par les hommes pour les hommes. Donc la justice a une dimension humaine. Nous allons considérer la dimension humaine de la justice. La Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire s'est engagé à parcourir les 98 villages codés pour rapprocher les parties et enterrer définitivement la hache de guerre. La 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso se tiendra les 30 et 31 juillet à Ouagadougou, la capitale burkinabé. En prélude à cette rencontre, les experts ivoiriens et burkinabés travaillent sur les divers axes de coopération existants entre les deux pays dans le but de formuler des recommandations aux deux gouvernements. Mahama Traoré. La ville de Ouagadougou, aux couleurs de la 8e édition du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Avant la conférence au sommet prévue se tenir les 30 et 31 juillet prochains, les experts des deux pays se réunissent ce week-end dans la capitale burkinabé. Cette concertation vise à évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées lors du TAC 2018 tenu à Yamoussoukro, telle la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Il était convenu à travers l'UEMOA de la mise en place des postes de contrôle juxtaposés à l'Alé-Rabat. Et aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement ivoirien, nous avons l'heureuse nouvelle d'annoncer le début des travaux des PCJ de l'Alé-Rabat, qui est un outil d'intégration et qui va énormément faciliter les échanges entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La rencontre des experts va s'appuyer sur le rapport de la dernière réunion du comité de suivi et d'évaluation des décisions du TAC, tenue en mai dernier à Bobo-Dioulasso. Chers experts, le devoir nous appelle et il est impérieux que nous nous attelions à examiner avec minutie l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la question de sécurité, la réhabilitation des chemins de fer, la coopération dans le domaine de l'énergie, et tout en les assortissant de propositions concrètes à soumettre à nos sommités respectives. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des décisions et recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 7. 2 jours de travaux pour définir l'ordre du jour de la conférence au sommet du TAC 2019. Le Conseil conjoint de gouvernement se tiendra le mardi 30 juillet, suivi mercredi du Conseil conjoint des ministres qui sera coprésidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. Développement des infrastructures routières. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était hier sur les chantiers de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou-Bouaké ainsi que sur la route Bouaké-Ferkessé-Dougou. Une visite pour s'enquérir de l'avancement et de la qualité des travaux. Léon Bro. Et revoilà le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur le chantier de réhabilitation de la route du Nord, tronçon Bouaké-Kanaoulou. Amédée Kouakou encore rassuré, 2 mois après sa première visite, de la qualité et de l'état d'avancement des travaux. On a un avancement qui correspond à peu près à 35% du marché, avec un avancement en traitement ciment au-delà de 40% et un avancement en grave bitume qui atteint 18%. Juillet 2020, le délai de livraison aussi tenable en ce qui concerne le tronçon Kanaoulou-Ferkessé-Dougou. Les 95 km déjà réhabilités à 60%. Ici encore, le respect des normes de qualité est de mise. Objectif, garantir à la route du Nord une durée de vie d'au moins 17 ans. On a une carrière de granit qu'on exploite, de la GNT 031.5, de la grave bitume qui est un mélange de bitume et de cailloux. Et on aura 6 cm de couche de roulement qu'on appelle du BBSG, qui va servir et donner un confort aux usagers de la route. Lorsque vous roulez sur une route, vous devez être comme si vous êtes assis dans votre salon. On appelle ça l'uni et ils arrivent quand même à le faire et je voudrais vraiment les féliciter. Nous sommes donc très heureux de l'avancée des travaux. J'ai même cru entendre qu'on va pouvoir respecter les délais et peut-être même qu'on va finir avant.
c'est le souhait du chef de l'État et les populations vont apprécier. Parce que, vous savez, l'état de dégradation de cette route était tel qu'à un moment donné, les populations ont manifesté leur mécontentement. Aussi passé en revue le chantier du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké. Sur les 87 km entre Tiébissou et Bouaké, terrassement et fondation portent en 4 mois déjà à 8% le taux d'exécution des travaux. L'insatisfaction, c'est sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Moins de 30%, le niveau de construction des 37 km d'autoroute en 27 mois. Le chantier était prévu pour durer 30 mois. Après 27 mois, on devait être vers la fin du chantier. Mais c'est un taux qui est relativement très faible. Et nous avons donc instruit nos collaborateurs, notamment le DG de la Géroute, le Bénet, de sorte à ce qu'une vigilance accrue soit donc portée à ce chantier. Parce que le Premier ministre nous a donné des instructions fermes pour que désormais tous les chantiers qui commencent soient réalisés dans les délais. Si d'ici là les choses ne changent pas, je pense que nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour mettre fin à leur contrat. Ces consignes du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier aussi bien aux structures sous tutelle, car outre la performance de l'entreprise, sont en cause sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou divers obstacles. La lutte contre l'orpaillage clandestin, des activités du 2e chantier école pour la formation des orpailleurs artisanaux ont officiellement été lancées hier à Katiende, une localité du département de Boundiali. L'objectif de cette action pour le gouvernement est de parvenir à encadrer et recadrer l'orpaillage. Ami Sissoko. Quels sont les puits que nous creusons pour trouver l'or et l'échantillonnage que nous faisons. Ensuite, quels sont les traitements que nous faisons pour sortir l'or pur. Enseigner les bonnes pratiques de l'exploitation minière. C'est à cela que s'attelle le ministère des Mines et de la Géologie en ouvrant ce chantier école du village de Katiende dans le département de Boundiali. La Société pour le développement minier Sodemi est chargée de la formation théorique et pratique, de l'encadrement et du suivi des exploitants miniers dans le respect des normes de l'environnement. Ce chantier école de Katiende accueille 30 apprenants de la Bagoué. C'est le 2e chantier école après celui de Bozi dans le département de Boaflé. Il y a moyen d'exploiter de l'or de façon artisanale, mais de façon, comme on dit, durable, sans endommager quoi que ce soit, ni aucune rivière, ni aucune nappe phréatique, ni le sol, ni l'air, et pourtant avoir de l'or bien pur. Les ministres Jean-Claude Kouassi, Mariatou Kone et Bruno Nabagno Kone ont apprécié les potentialités du chantier école de Katiende. Avant cette visite, tous les 3 ont échangé avec les populations à Simpurgo, à 27 km de Boundiali. L'occasion pour eux d'attirer leur attention sur les effets néfastes de l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin, avec ses conséquences néfastes, dont le banditisme, la criminalité, la prostitution, la dégradation de l'environnement, les menaces sur la santé des personnes et des animaux est une gangrène qu'il faut éradiquer absolument dans notre région. N'acceptons plus de donner nos terres si, en contrepartie, nos populations n'en profitent pas. Ce projet, justement, permet de donner du travail à court terme, de créer de la richesse à court terme, mais de préserver également notre environnement. Ce chantier école minier vise à assainir, organiser et encadrer l'activité d'orpaillage et d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. La réponse du gouvernement pour mettre fin à l'orpaillage clandestin. Quand vous prenez plus de 200 explosifs sur un site, ça veut dire qu'il peut effectivement servir à faire des trous pour l'orpaillage clandestin. Mais demain, il peut servir aussi à enlever des vies à nos parents, à nos frères et sœurs. C'est grave. Soyez assurés que le ministère des Mines et de la Géologie se tient à votre disposition pour vous accompagner sur le chemin de l'exploitation légale. Je vous invite donc à rejoindre la caravane du projet Chantier École. 5 demandeurs d'autorisation d'exploitation de la petite mine ont reçu leur attestation du ministère des Mines et de la Géologie en vue d'exercer légalement. À la suite du projet chantier école de Katiende et Bozi, le gouvernement compte implanter 5 autres chantiers écoles dans les zones concernées par l'orpaillage clandestin. L'excellence a été prônée à l'UNCA et c'était à l'occasion de la sortie de 46 étudiants de la filière ingénieurs statisticiens économistes.
La 30e promotion de l'école a été parrainée par la 10e promotion de l'ENCA, dont fait partie le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le reportage de Francis Boifo. 20 ans après l'obtention de leur diplôme, des ingénieurs, statisticiens, économistes issus de la 10e promotion de l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée ENCA initient cette conférence sur le rôle des statistiques dans les administrations publiques, privées et organismes internationaux. Cela en collaboration avec la direction générale de l'ENCA. Des ingénieurs, statisticiens et économistes, ISE, sont capables de participer à la définition des besoins de la connaissance économique et sociale, d'analyser les structures complexes et de contribuer aux orientations fondamentales des politiques de développement. Étudiant à l'ENCA de 1996 à 1999 et aujourd'hui secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo invite ses cadets ingénieurs, statisticiens, économistes à contribuer au développement de leur pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avions un PIB de 13 000 milliards en 2012. En 2022, nous allons avoir un PIB de 33 000 milliards. Il va falloir que nous ayons davantage de capacités d'ingéniosité pour accroître nos ressources intérieures de façon à réduire le volume de ressources extérieures dont on peut avoir besoin pour financer le développement de notre pays. Et ça demande d'avoir également de grosses compétences. Vendredi, 46 étudiants ont reçu leur parchemin des mains du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, par ailleurs parrain de la 30e promotion de l'ENCA. Nous avons bénéficié d'une formation assez riche, assez intense, qui nous permet aujourd'hui d'affronter le monde professionnel et de relever tous les défis qui se présenteront à nous. Il faut savoir faire preuve de beaucoup d'humilité, être inlassable du savoir, de nombreuses choses qui caractérisent un excellent travailleur de l'État. Pour renforcer les capacités d'accueil de l'ENCA, Moussa Sanogo engage son département ministériel à financer la construction d'un amphithéâtre. Le ministre du Plan et du Développement encourage la collaboration entre anciens et nouveaux étudiants. Il y a la transmission aux élèves de nouveaux savoirs et pratiques à travers des vacations, le soutien à l'insertion professionnelle par un coaching des plus jeunes, la création d'un réseau professionnel dynamique participant aux instances de gouvernance de l'école. L'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée ENCA a formé à ce jour plus de 4000 cadres africains. Prenons des nouvelles du Hajj. Après un séjour à Médine, les pèlerins sont en route pour la Mecque. Les premiers arrivés sur place ont déjà effectué le petit pèlerinage appelé la Umrah. Ceci nous est rapporté par Abdoulaye Koné. Le cimetière des martyrs du mont Uhud, la mosquée des deux directions ou Qiblatain et enfin la mosquée de Kouba. Ce sont des sites que le pèlerin peut visiter dans la région de Médine. La mosquée de Kouba, c'est la première mosquée en l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque, avant de rentrer à Médine, il a fait quelques jours à Kouba et il a construit cette mosquée. Et le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait son ablution à la maison, il se rend à la mosquée Kouba, fait les 2 rakats, aura les mérites de celui qui a fait la Umrah. On a prié pour nous-mêmes et on a prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la paix. Le cap a ensuite été mis sur la Mecque où plusieurs délégations ont accompli la Umrah ou encore le petit pèlerinage, une entrée en matière avant le grand rite du Hajj. Il y a 3 types de pèlerinage. Donc ce que nous avons fait, ça c'est un tamato. On fait la Umrah d'abord, on se désacralise et puis ensuite dans le mois de Zulhijjah, le mois de Tabaski, nous allons effectuer le Hajj. Donc la Umrah, ça s'est bien passé, très bien passé. Au cours de ces différentes étapes, le pèlerin musulman doit s'efforcer de se conformer à la Sunna, la tradition du prophète Muhammad. Il s'agit alors pour le musulman d'engranger le maximum de mérite.
Dans l'actualité internationale, cette tragédie en Libye, les corps de 62 migrants ont été repêchés hier après le naufrage de la veille de leur embarcation au large de la ville de Coms. Le nombre de migrants présents à bord de l'embarcation ayant coulé la nuit du mercredi à jeudi dernier demeure incertain et selon l'Organisation internationale des migrants, quelques 145 personnes ont été secourues tandis que 110 restent portées disparues au large de la Libye. Et de son côté, la marine libyenne évoque 134 rescapés et 115 disparus. L'ONG Médecins sans frontières en Libye estime pour sa part que près de 400 personnes se trouvaient à bord du bateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.